je vous redonne le principe de ce graphique qui est un petit peu, j'allais dire, original. Alors c'est un peu pour ça aussi que on va le faire. C'est-à-dire qu'en abscisse, on va dérouler un méridien. Bon, un méridien, hein, ça va pôle nord, pôle sud, donc c'est fatalement un demi-cercle. Là, on va le déplier de façon à avoir une ligne droite. Hein, et en ordonnée, on va mettre bien sûr les hauteurs de pluie. Hein, en fonction donc de la latitude. Alors, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui? Bon, eh bien on y va. Allez, je vais tâcher de tracer ça correctement, mais bon, si vous avez des carreaux, vous êtes avantagé, hein? Voilà. Alors, voilà. Donc, au milieu, à égale distance, on va voir si j'ai l'œil. Nous avons l'équateur, et après je vais calculer de 20 en 20, donc 20 degrés, 40, bon voilà, je vais déjà corriger mon affaire. Où ai-je posé la... Ah voilà, ici. Voilà, 40, 60, 80, à peu près, voilà, 80, et un demi, parce qu'il faut aller bien sûr jusqu'à 90 degrés de latitude. Même chose de l'autre côté, donc là, on est latitude nord, et même chose de l'autre côté, où je devrais faire la même chose, voilà, donc 20, 40, 60, 80 et 90. Voilà. Alors, je vais mettre un petit peu de couleur, à votre avis, ou un autre petit repère. Pas pour le 50e, pour nous. Ah, eh oui. Hein, alors, voilà. Donc, on peut rajouter un petit repère ici pour le 50e degré de latitude nord. Et puis le 50e sud aussi. Voilà, ce qui nous permettra de comparer un petit peu. Alors, en ordonnée, donc les hauteurs de pluie. Alors, pour les hauteurs de pluie, nous avons besoin de monter jusqu'à... Alors moi je ne pourrais pas aller plus haut que là, hein, bien sûr. Donc 500, un peu plus de 1500 mm, hein, voilà. 1000, 1500, et on dépassera un petit peu dans les 1500, voilà. « 500 mm, 1000 et 1500. Voilà. Ça vous paraît relativement clair? Oui. Hein, donc quelque part par là, ici, vers le 23 degrés, eh bien, nous avons les tropiques. Hein, ici. Donc les 2/50e. Quant au cercle polaire, il est quelque part là, vers le 66e parallèle. Voilà. Bien. Alors maintenant, nous allons installer donc les hauteurs de précipitation moyennes. Alors, je les fais en bleu, hein, c'est assez normal. Ah oui, je vous conseille, moi je vais essayer de le faire, je vous conseille de faire un petit carroyage. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le mot carroyage qui vous... Ça vous amuse? Bon, ça vous évoque quelque chose, le carrelage de la maison? Non, non, c'est carroyage. Hein, Voilà. Voilà. Pour avoir un petit peu de repères, bon, avec des lignes, voilà. Bien, alors j'espère que je vais m'en sortir. Bien, donc, que se passe-t-il au niveau du cercle polaire en termes de précipitation? Ben, vous allez voir qu'on part de relativement bas. Hein, voilà, à peine ici. À partir de 80, ça monte quand même.
Voilà. Et on se retrouve, alors, ici, à 500 mm, à peu près vers 60. Au 50e, eh bien, on va avoir droit à un pic un petit peu prononcé. Voilà, au niveau du 50e. Et puis ça redescend en dessous des 1000 mm. Voilà. Et puis, ah, attendez, là j'ai un petit problème d'échelle. Voilà. Donc jusqu'au 20e parallèle, voilà, on reste à presque stationnaire. Et à partir du 20e, on s'en doute, voilà, vous allez voir arriver un pic assez prononcé. Voilà, et c'est là que l'on dépasse évidemment les 1500 mm pour redescendre. Ah, et remonter à peu près ici. Et ensuite, eh bien, après le 50e, hop, ça descend rapidement. Voilà. Alors, je me recule un petit peu pour voir si c'est pas trop hérétique. Bon, ça va. Bien. Alors, ce graphique donc nous permet de saisir d'un seul coup d'œil finalement que nous avons une disposition là encore zonale, c'est-à-dire en fonction de la latitude, de la répartition des précipitations. C'est pas très compliqué. On le voit au niveau des pics. On a 3 secteurs arrosés ici. Et 4 secteurs plus secs. Voilà, donc vous voyez, c'est le graphique permet de l'identifier assez rapidement. Et on va donc commenter un petit peu ce dispositif. Alors, commençons par ce qui apparaît évidemment en clair, c'est la principale zone pluvieuse qui est centrée sur l'équateur. Donc on va commencer par les 3 zones arrosées. Celle qui est centrée sur l'équateur. Cette zone donc pluvieuse, avec donc des valeurs largement au-dessus de 1000 et qui atteignent même 1500 mm par an, eh bien c'est une zone pluvieuse qui est d'une grande continuité. On peut vraiment là, j'allais dire, si on s'installe à cette latitude-là, j'allais dire, eh bien, on va enchaîner sans anomalie, sans exception, une zone pluvieuse. Alors, si vous avez vos atlas, eh bien, ou si vous avez l'image mentale, c'est pas non plus interdit, eh bien ça correspond aux régions que vous connaissez au moins, si je puis dire, de réputation: l'Amazonie, le golfe de Guinée, le bassin du Congo, la Nouvelle-Guinée, et on continue jusqu'aux îles de la Sonde. Voilà, donc on a vraiment là un énorme ruban, une énorme zone, donc tout à fait pluvieuse. Dans l'hémisphère, dans cette zone-là, il y a présence de nombreuses surfaces continentales, et c'est intéressant. Ça veut dire que, eh bien, ces pluies donc abondantes tombent sur des zones continentales, c'est-à-dire habitables, cultivables. Voilà, ça c'est quand même intéressant aussi. La disposition de nos continents et la répartition des précipitations fait que, ma foi, on a une bonne rencontre là entre donc des surfaces continentales et des précipitations abondantes. Ici, ce sont des moyennes. Ces précipitations peuvent aller jusqu'à 2000 mm.
Ah, voilà, donc voilà, une zone qui est, ma foi, copieusement arrosée. Ah, voilà. Au total, cette zone intertropicale, hein, si l'on prend bien sûr l'ensemble de cette espèce de pyramide, hein, eh bien l'ensemble de la zone intertropicale reçoit effectivement beaucoup de précipitations, plus de la moitié des précipitations de la surface de la Terre. Donc voilà, là, tout est, plus de la moitié, plus de 50% des précipitations que reçoit le globe terrestre sont reçues dans la zone intertropicale. Voilà pour la zone pluvieuse principale, la zone arrosée plus exactement principale. Alors vous avez remarqué que, eh bien, il y en a deux secondaires aux latitudes moyennes. Donc deux autres zones arrosées, celle de l'équateur et donc les deux zones aux latitudes moyennes. Qui correspondent donc aux moyennes latitudes. Et vous percevez déjà, je pense que ça se voit de loin, que là, on n'est pas dans l'équilibre, hein. On est dans la dissymétrie. On est dans la dissymétrie avec un hémisphère sud, donc aux moyennes latitudes, hein, un hémisphère sud qui est nettement plus arrosé. Quant à l'hémisphère nord, donc il est arrosé, j'allais dire, enfin, aux moyennes latitudes, convenablement si l'on peut dire, mais dans le détail, c'est plus discontinu. On le verra, il y a des interruptions, il y a des obstacles, il y a des situations qui font que ce n'est pas régulier. Hein, là encore, donc, hémisphère nord et hémisphère sud ne se superposent pas. Hein, on ne peut pas décalquer l'un sur l'autre. Hein. L'hémisphère nord est moins arrosé, et la zone est plus discontinue, l'hémisphère sud est plus arrosé et c'est beaucoup plus continu. Voilà pour donc les trois zones arrosées. Et puis nous avons 4 zones sèches qui vont par deux, bon, ça on n'est pas surpris, 4 zones plus sèches qui vont par deux, donc avec les très hautes latitudes, vous voyez, à partir de 60, c'est-à-dire à peu près les cercles polaires, c'est pas compliqué, les très hautes latitudes, et puis les zones tropicales, ici. Donc très haute latitude, donc il y en a 2, et puis les zones tropicales où il y en a 2 aussi. Voilà. Alors, quelques éléments, j'allais dire, quelques questionnements. Comment se fait-il, par exemple, que les très hautes latitudes soient si peu arrosées? Parce que vous voyez, là, on arrive au minimum. Hein, enfin, au minima, si on met au pluriel. Hein, c'est curieux, tout de même. Petite idée, comment se fait-il que à ces hautes latitudes... Non, pas de suggestion? Si. Donc nous avons de l'air très froid. Hein? La glace, c'est de l'air très froid. Hein? Voilà. L'air est très froid. Un air froid ne peut contenir que de petites quantités de vapeur d'eau. Hein? Il peut pas absorber plus. Et donc, même s'il y a par moment, bien sûr, condensation, ou cristallisation parce qu'il fait très froid, hein, donc la neige, eh bien on n'aura malgré tout que de petites quantités de précipitations au sens large. Donc on a l'explication est relativement simple en termes météorologiques, hein, air froid qui ne peut contenir que de petites quantités de vapeur d'eau. Enfin il faut ajouter aussi que si vous vous rappelez, là encore, les cours de météo, l'air froid, c'est un air lourd avec des molécules qui se tassent, donc on a un air descendant. Donc, le fait que l'on ait un mouvement descendant de l'air
empêche aussi, par exemple, le phénomène d'ascendance et de condensation. On est là dans la situation inverse. On a une situation anticyclonique. Voilà. Donc, pour les très hautes latitudes, on a l'effet des températures basses et donc de peu de vapeur d'eau, et on a aussi l'effet de situation anticyclonique, du fait, là aussi, du froid. Vous voyez d'ailleurs que, bon, il n'y a pas une différence énorme entre les deux. On voit quand même que pour l'Arctique, il y en a un petit peu plus, hein, et moins pour l'Antarctique. Ça correspond à leur différence de nature. Hein, pour l'un, nous avons un océan englacé, pour l'autre, on a un continent englacé, donc encore plus froid, encore moins favorable aux précipitations, bien évidemment. Alors, pour ce qui est des zones tropicales, donc où apparaît cette sécheresse, alors cette sécheresse, elle est relative. Hein, vous voyez que les moyennes ne sont pas si basses, mais c'est là qu'on va trouver les situations quand même de semi-aridité. Comment sont les pluies dans les zones tropicales, donc plus sèches? Eh bien, elles sont faibles et au niveau de la répartition, il y a des différences notables. Là, malheureusement, je ne peux pas vous dire comme pour la zone intertropicale, allez, on a un beau ruban continu, tout va bien, voilà, on peut se le figurer. C'est un petit peu plus compliqué. Il faut là faire intervenir vraiment les différents continents. On ne peut pas s'en passer. Alors, commençons par ce qui nous est, j'allais dire, le plus proche géographiquement et sans doute aussi visuellement. En ce qui concerne le tropique nord, la zone tropicale nord, eh bien c'est là qu'on va voir, comme vous le savez sans doute, le plus grand ruban désertique continu de la planète. C'est donc dans la zone tropicale nord que l'on a le plus grand ruban désertique continu. Qui traverse donc l'Afrique, de la Mauritanie jusqu'à l'Arabie. Et là, nous avons des situations donc comprises entre 100 et 300 mm d'eau par an. Voilà. Là, on atteint des valeurs vraiment faibles. Donc ça, c'est vraiment la principale caractéristique dans la zone tropicale nord sèche. Du côté de l'Amérique du Nord, donc en restant dans l'hémisphère nord, on a aussi des zones semi-arides, mais beaucoup plus petites. Beaucoup plus petites. Ça correspond par exemple au centre du Mexique. Voilà. Donc on a vraiment une autre configuration sur le continent américain du fait de sa forme, hein, j'allais dire tout simplement. Hein, il se rétrécit, donc les terres émergées au niveau tropical sont de petite taille et plus influencées par l'océan. Donc bon, voilà. En ce qui concerne l'hémisphère sud. Alors, dans l'hémisphère sud, eh bien, on a donc, rappelez-vous, peu de continents, enfin peu de surfaces émergées, donc pas de possibilité d'avoir de grands rubans continus, et au contraire de telles masses océaniques que le phénomène désertique, eh bien, il est très discontinu. Voilà, ce qu'il faut retenir donc dans l'hémisphère sud, au niveau du tropique du Capricorne, c'est que l'on a là une zone sèche et des zones arides extrêmement discontinues. Vous remarquerez aussi que, en termes de largeur, la partie donc plus aride est plus large dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, toujours pour les mêmes raisons.
précipitations faibles, voire très faibles, ont une autre particularité que simplement la hauteur d'eau, c'est qu'en plus d'une année sur l'autre, elles sont extrêmement irrégulières. Il y a des années à zéro. Il y a des années à zéro ou à 20 mm. 20 mm, on va pas bien loin avec ça, hein, pour faire une année. Donc ce sont des précipitations non seulement faibles, mais très très variables d'une année sur l'autre. Ce qui, en termes de faune, de flore, d'habitat humain, vous voyez, a des conséquences évidemment extrêmement lourdes. Il faut, j'allais dire, des comportements, qu'ils soient de la flore, de la faune ou des êtres humains éventuellement, il faut des comportements extrêmement adaptés pour survivre dans ces conditions-là. Alors, en ce qui concerne donc la répartition donc zonale, on a vu à peu près, c'est quand même relativement simple à se rappeler, les 3 zones arrosées avec en intercalé donc les 4 zones sèches. On va retrouver concernant les précipitations un phénomène qu'on avait vu dans les températures, c'est la dissymétrie, ou plutôt les dissymétries des façades des différents continents. Voilà, alors j'efface le graphique. Oh non, je vais faire le luxe. Oh non, allez, hop. Waouh, c'est magique. Voilà. Bon. Montez le tableau. Hein? Qui est derrière vous, montez. Ah oui. Ah. Bon, ça n'a pas l'air de... Oui, c'est là jusqu'à nous. Oui, mais non, je ne vais pas aller jusqu'au, de toute façon, je me les garde. Non, c'est un cours de climato, hein, c'est pas le cours de gym, hein, il y a une erreur. Hein. Non, ne me demandez pas ça. Bien, alors, en termes de plan, donc, je vous ai expliqué que les précipitations se mesuraient par leur durée, leur intensité, leur hauteur, c'était le point 1. Ensuite, les oppositions zonales, qu'on vient de voir avec le graphique, c'est le point 2. Oui, ça marche. Donc là, on va aborder en point 3 les dissymétries des façades continentales. Les dissymétries des façades continentales. Alors, dans quel cas trouve-t-on donc des dissymétries dans les façades continentales? Alors, il y a deux cas de figure. C'est dans les zones d'aridité tropicale et subtropicale. Nous venons de les évoquer. Et quelle est la particularité? Eh bien, c'est que un certain nombre donc, de continents ont une aridité qui s'arrête à l'est du continent. Là, vous avez le continent, vous avez l'ouest du continent. Eh bien, on a sur l'ouest une zone d'aridité qui commence. Par exemple, tout à l'heure, j'ai évoqué la Mauritanie, le Sahara, etc. Donc, Mauritanie, Sahara, Arabie. Est-ce qu'on peut continuer? Non, on ne continue pas parce qu'on arrive en Inde et là on n'est pas du tout dans le secteur donc d'aridité auquel on pourrait s'attendre. Donc dans les zones d'aridité tropicale et subtropicale, retenez bien que les zones d'aridité, eh bien elles s'interrompent à l'est des continents. C'est le cas donc à l'est de l'Asie. Par exemple, on arrive sur l'Inde. C'est vrai aussi à l'est de l'Australie. Si vous traversez l'Australie d'ouest en est, vous allez commencer par le grand désert australien. Mais quand vous allez arriver sur la côte est, eh bien là vous allez retrouver une pluviométrie qui n'est pas du tout aride. Et enfin, on observe aussi la même chose à l'est du sud de l'Afrique. Même chose, on a un désert qui s'amorce sur la côte ouest, mais arrivé sur la côte est, eh bien là, on va retrouver des précipitations, qui ne sont pas de l'ordre de l'aridité.
Pourquoi? Eh bien, dans tous ces cas-là, c'est parce que il y a une influence océanique. Ces côtes bénéficient de l'humidité de l'air apporté sur ces façades. Rappelez-vous donc qu'on est dans des zones chaudes avec évaporation. Donc, eh bien, on a là les conditions nécessaires pour avoir de la vapeur d'eau, condensation et des précipitations. Mais, voilà, ce que je viens de vous dire, la climato, c'est comme la grammaire française. Voilà, ah oui, il y a quelqu'un qui a le réflexe tout de suite. Voilà, on dit des choses bien générales, bien claires, et puis alors après, ah oui, mais alors il y a les exceptions. Ben voilà, c'est un peu pareil avec la climato. Hein. Les climatologues s'efforcent de vous faire de dire des choses. Bon, voilà, ça fonctionne comme ci et puis comme ça, sauf, voilà. Donc je suis bien obligé d'en passer par là parce que ce serait dommage après tout de se priver de la variété de notre planète. Alors, il y a deux exceptions dans cette affaire-là. Enfin, heureusement, non, ça en fait pas beaucoup. Il y en a quand même que deux. Elles sont situées, ces deux exceptions, au nord du Chili et dans le sud de l'Afrique, à la hauteur de la Namibie. Alors, en quoi est-ce qu'il y a exception? Eh bien, l'exception, c'est que là, si l'on va d'ouest en est, à l'intérieur donc du morceau de continent, eh bien, on va garder l'aridité d'un bout à l'autre. L'aridité se maintient. Donc, la façade est n'est pas plus arrosée que l'autre. Explication. Qu'est-ce qui peut empêcher donc l'influence océanique adoucissante et humidifiante? Voilà, des courants marins froids, effectivement, des courants marins froids. Qui viennent, j'allais dire, contrarier les températures qui permettraient de faire une évaporation assez intense, mais là, les courants froids font que, les eaux étant froides, même avec des températures assez élevées, on n'arrive pas à avoir, j'allais dire, suffisamment de vapeur d'eau. Donc on a là des déserts qui vraiment traversent le continent, enfin le morceau de continent concerné, d'un bout à l'autre. Alors, voilà pour les zones donc d'aridité tropicale et subtropicale. Voilà, donc une dissymétrie, mais avec deux exceptions. Bon, je vais finir par être obligé d'effacer quelque chose quand même. Voilà. Mais c'est bien que l'autre reste un petit peu. Alors, voilà. On va voir ce qui se passe aux moyennes latitudes. Alors, petit b, aux moyennes et hautes latitudes. Pour la Namibie. Oui, c'est ce que j'ai écrit, c'est Namibie. C'est pareil. Pardon ? Ce soit le Chili ou la Namibie, c'est pareil. Oui, ce sont les deux cas, ce sont les deux exceptions que j'ai notées là, voilà. Hein, effectivement. Alors, moyenne et haute latitude jusqu'au 60e parallèle, il y a dissymétrie aussi. Mais on n'a pas de chance, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. On a des façades ouest plus arrosées que les façades est. Ça s'inverse. Je vous ai dit, la climatologie, c'est plein de pièges. Donc on a une dissymétrie inverse. Par exemple, les façades ouest les plus arrosées. Eh bien,
on va les trouver en Europe occidentale. Bon, là, on est chez nous, voilà, on comprend tout de suite. C'est valable dans le continent américain, avec l'Ouest canadien, par exemple. Et si vous connaissez un petit peu la géographie des États-Unis, une région où se trouve Seattle, qu'on appelle le Puget Sound. Ça vous parle un tout petit peu? Hein? Voilà. Il y a là d'ailleurs une chaîne montagneuse qui porte le joli nom de chaîne des cascades. C'est pas pour rien, hein, évidemment, pour créer de multiples cascades, il faut que vraiment il tombe beaucoup d'eau. Autre exemple, toujours de façade ouest, donc plus arrosée. La côte du Chili. Attention, hein, on a changé de latitude. Hein. Je ne me contredis pas. Hein. Pour ce qui est des façades est plus sèches, eh bien, en Amérique du Nord, ça va nous donner cette grande, presque péninsule, enfin le Labrador, hein, c'est-à-dire l'est du Canada. Vous avez aussi, donc, Est-Canada, voilà, ça sera plus, si je l'écris comme ça, c'est mieux. Vous avez l'est de la Sibérie. Et en Amérique du Sud, dont le nom nous est plus familier parce que ça évoque aussi un paysage, nous avons donc sur la côte est le secteur de la Pampa argentine. Et justement, c'est parce que il y a des précipitations relativement faibles qu'on a une végétation seulement herbacée et pas plus développée. Bien. Ça va, on n'a perdu personne en route entre toutes ces façades, hein, voilà. Bon. Donc vous voyez, on a des variantes intéressantes. On retrouve, hein, bien sûr, l'influence des courants marins et leur géographie propre aussi. Nous avons là vu donc l'essentiel de la répartition donc zonale, avec ses exceptions. Il y a d'autres facteurs que la latitude, bien sûr, qui joue sur les précipitations. On va retrouver, comme pour les températures, l'influence du relief. Alors, ça doit être petit 4. Voilà, si je ne me suis pas trompé. L'influence du relief. L'influence du relief, elle est indéniable, elle est à différentes échelles et elle a des conséquences en termes de faune, de végétation et bien sûr d'exploitation humaine très importantes. Alors, prenons l'élément dont on avait déjà parlé un petit peu en météorologie l'année dernière. L'élément premier auquel on pense, c'est bien sûr l'effet de l'altitude. Qu'est-ce qui fait que la présence d'un relief va déclencher la condensation de la vapeur d'eau, les nuages et les précipitations? Voilà, la petite montagne. L'air arrive sur la montagne, il est obligé de l'escalader. Hein. En l'escaladant, eh bien, il se refroidit, la vapeur d'eau qui est contenue se condense. Voilà. Et l'on a les précipitations. C'est ce qu'on appelle donc des précipitations par ascendance. L'air est obligé de s'élever et il rencontre des températures plus fraîches. La vapeur d'eau se condense. C'est aussi ce qu'on peut appeler une ascendance forcée. Là, l'air n'a pas le choix. Mais
ce phénomène a ses limites. C'est-à-dire que si j'ai une montagne encore plus haute, qu'est-ce qui va se passer pour l'air qui continue à s'élever pour franchir la fameuse barrière de montagne? Cet air-là, il a perdu son eau maintenant. Hein. Bon, il continue à se refroidir, mais il n'a plus grand-chose à fournir. Donc il y a une limite en altitude au-delà de laquelle les précipitations diminuent. C'est pas un phénomène exponentiel, ou même arithmétique, heureusement. Bon, voilà. Donc, l'altitude crée une ascendance forcée et donc des pluies, mais au-delà d'une certaine altitude, les pluies diminuent. Le niveau, dans un massif montagneux, le niveau où se produisent le plus de pluie, c'est ce qu'on appelle l'optimum pluviométrique. Optimum pluviométrique. Eh bien, cet optimum pluviométrique, il est, j'allais dire, très variable selon les massifs montagneux. Alors ça, on pourrait s'en douter. Il n'y a pas un seul optimum pluviométrique pour toute la planète, loin s'en faut. Il faut vraiment là demander les informations au cas par cas. Je vais vous donner deux exemples. L'un pas trop loin, l'autre nettement plus. Par exemple, si l'on prend les Alpes, françaises, tant que faire, voilà, les Alpes françaises, en fonction des lieux et de la saison, vous vous en doutez, l'optimum pluviométrique, il est en grosso modo compris entre 2200 mètres et 3500. Voilà. Donc, voilà la fourchette, en quelque sorte, de l'optimum pluviométrique dans les massifs alpins. Et puis, si on va chercher à altitude égale d'autres montagnes, mais à d'autres latitudes, si l'on va aux îles Hawaï, carrément, eh bien, on a un optimum pluviométrique qui est à peine à 1500 mètres. Voilà, donc l'altitude joue toujours son rôle, mais d'une façon vraiment très variée, et vraiment il faut avoir les informations massif par massif pour pouvoir s'y retrouver. Restons encore un tout petit peu dans ces montagnes. Il y a le cas particulier aussi, là on s'intéresse aux versants et aux sommets, mais il y a aussi bien sûr la question des vallées. Que se passe-t-il dans les vallées? Eh bien, dans les vallées, ou ce qu'on appelle aussi des bassins intramontagnards, eh bien, si ces lieux sont assez profonds, eh bien, les précipitations sont plus faibles que sur les versants ou les sommets. Donc, dans les vallées et bassins profonds, les précipitations sont diminuées. Là encore, pourquoi? Bien parce que l'air stagne et, j'allais dire, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'ascendance, l'air est, j'allais dire, stable et donc ne peut pas atteindre le cap de la condensation de sa vapeur d'eau. Voilà, donc tout ce qui est intrinsèquement lié au phénomène d'altitude. Mais quand on parle du relief, il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte. C'est aussi ce qu'on appelle l'exposition. En effet, rappelez-vous un peu la circulation atmosphérique telle qu'on l'avait décrite, avec les trains de perturbation d'ouest en est. Eh bien, le positionnement des chaînes montagneuses par rapport à cette circulation atmosphérique, ça va changer la donne. Alors, cette fois-ci, je ne vous emmène pas trop loin. Par exemple, le Massif central.
est bien plus exposée aux perturbations venant de l'ouest que les Alpes. Si vous connaissez par exemple ce plateau qui a le joli nom de plateau de 1000 vaches, hein, voilà, tout le monde sait qu'il ne s'agit pas de bovins, mais qu'il s'agit des sources. Hein, voilà. Donc voilà, c'est très parlant, hein, évidemment. Qui dit précipitation abondante et fréquente, dit bien sûr fréquence des sources. On peut voir aussi la même différence au niveau des Vosges. Le versant lorrain est plus arrosé que son homologue allemand, la Forêt-Noire. Puisque c'est le premier, j'allais dire, dans la circulation ouest-est, c'est le premier qui prend le choc, en quelque sorte, hein, voilà, avec le phénomène d'ascendance. À noter, dans le cas des Vosges, entre les deux, la plaine d'Alsace, qui bénéficie du coup d'une position d'abri, avec des précipitations franchement modestes, c'est en gros 600-700 mm par an. Ce qui est fort important pour la viticulture, entre autres, bien sûr. Voilà. L'avantage aussi de la climatologie, c'est qu'on peut parler vraiment de tout, hein, parce que finalement presque tout en dépend. Voilà donc le deuxième élément, c'est l'exposition par rapport à la circulation atmosphérique. Et puis il y a aussi l'orientation générale. Alors là on passe à une échelle plus importante. L'orientation générale des chaînes montagneuses. Alors là, on va voir la planète de très très haut. Hein. On prend vraiment plus que de l'altitude. Par exemple, un effet très clair, c'est toute la chaîne montagneuse qui, du nord au sud, court à l'ouest du continent américain. Hein, depuis l'Alaska, hein, les Rocheuses, la cordillère des Andes, bon, eh bien, on a là effectivement des effets d'humidité sur le versant côté Pacifique. Hein. C'est pour ça, par exemple, que la Californie, qui peut faire rêver, est quand même un pays où il y a souvent du brouillard. Hein. Pas trop froid, hein, le brouillard, mais brouillard quand même. Voilà. Donc, cette disposition nord-sud, vraiment, est là aussi a un effet forcément sur ces côtes américaines. En Europe, on a un phénomène équivalent, mais sur une distance beaucoup plus courte, avec la chaîne de montagnes norvégiennes, qui sont là aussi, vous le voyez, les premières à prendre la circulation ouest-est aussi, et qui sont très très arrosées, d'où d'ailleurs une très forte couverture forestière. Et puis il y a aussi, là c'est un peu plus exotique, le même effet, mais cette fois-ci au niveau des îles. Les îles, comme par exemple alors on peut reprendre l'exemple de Hawaï. On peut parler des Antilles. On peut parler des Philippines. Qu'est-ce que ces îles ou archipels ont en commun? Eh bien, elles ont en commun d'avoir des versants assez contrastés, parce que ce sont des îles souvent volcaniques, donc avec un relief certain, et elles présentent la même problématique, avec des versants qui reçoivent
l'arrivée des vents et on a le phénomène d'ascendance. C'est le versant qu'on appelle haut vent, donc le plus arrosé, bien sûr. Et sur une même île, même si elle est petite, hein, même si, bon, j'allais dire, elle n'atteint pas des dimensions importantes, eh bien de l'autre côté, on a forcément un versant moins arrosé. Touristiquement plus intéressant, c'est ce qu'on appelle le versant sous le vent. Voilà. Et vous avez dû rencontrer cette expression, voilà, qui a fait vibrer les peintres, les poètes, etc. Les îles sous le vent. Voilà. Alors effectivement, les îles sous le vent qui bénéficient de températures agréables, qui bénéficient donc de faibles précipitations. Et qui sont, j'allais dire, considérés comme privilégiés. Mais attention, hein, pour certaines cultures, la partie au vent est loin d'être sans intérêt. Hein, voilà. Donc il ne faut pas, j'allais dire, jeter l'île. Bon, ça serait dommage. Hein. Il faut équilibrer un petit peu l'opinion qu'on peut se faire sur les deux. Voilà, on a fait le tour, j'allais dire, des variantes hein, et des possibilités qu'offre le relief dans la question de la répartition des précipitations. On a fini la première partie de cette étude des précipitations. On va passer à une seconde partie. Comme pour les températures, on va un petit peu s'intéresser à leur répartition dans le temps. Hein, là, pour le moment, hein, on s'est promené. Ah, voilà, à la surface du globe. Là, on va un peu moins se promener, enfin, si quand même, mais on va s'intéresser à la répartition des précipitations dans le temps, c'est-à-dire sur une année, sur un cycle annuel. Alors, grand 2, les régimes pluviométriques. C'est-à-dire donc la répartition des précipitations dans le temps. C'est une donnée qui est excessivement importante. Excessivement importante parce que ce régime pluviométrique, c'est-à-dire cette répartition des pluies dans l'année, eh bien, c'est une donnée essentielle pour la végétation, pour la faune, pour l'agriculture. Donc là, il y a un poids, j'allais dire, certain sur les paysages et bien sûr la vie humaine. Alors, qu'est-ce que l'on utilise pour étudier ces régimes pluviométriques? Ma foi, j'allais dire, ça va être extrêmement simple. On utilise les hauteurs moyennes mensuelles de précipitation. Voilà. Et on utilise le graphique. Bon, c'est ce que vous avez d'ailleurs quand on consulte des stations météo, etc. Hein, c'est le fameux petit graphique hein, de janvier à décembre. Hein, et puis on voit les courbes, enfin, selon les cas évidemment. Bien, donc je ne vais pas vous faire là pour le coup des graphiques en série. On va simplement caractériser là encore selon les zones à quel régime pluviométrique on a affaire. Bien, alors on va commencer par la zone intertropicale. On commence par la zone intertropicale. Et c'est là qu'on va avoir la situation la plus simple. Alors là, c'est assez pratique. C'est là qu'on a un rythme vraiment simple. Alors, je précise simplement les latitudes. Hein, c'est entre 25 et 10 degrés de latitude. Hein, voilà. Donc, on est près des tropiques. Le rythme est très simple. Une longue saison sèche et une seule période pluvieuse. Voilà. Alors là, c'est très clair. Une longue saison sèche et une courte saison pluvieuse. On ne peut pas se tromper.
La période pluvieuse est vraiment bien marquée et elle se situe en général, puisqu'on est sous les tropiques, au moment du passage du soleil au zénith. Ce qui fait que par exemple, au niveau du tropique nord, on va avoir un maximum en plein été, hein, c'est-à-dire au niveau du mois d'août, et une saison pluvieuse qui commence à juin, donc avec le solstice, avec le solstice d'été pour nous, et cette saison pluvieuse s'étend jusqu'à octobre, le pic étant le mois d'août. Alors, c'est lié au passage du soleil au zénith, mais avec un décalage. Hein, c'est pas le jour même que tout d'un coup la pluie va se mettre évidemment à dégouliner. Ça veut dire qu'il y a échauffement de la masse d'air qui peut se gaver de vapeur d'eau et puis qui ensuite va pouvoir bien sûr se condenser et donner les précipitations en question. Donc une saison pluvieuse, j'allais dire courte, bien délimitée. Ici, ce que je vous ai donné, par exemple, comme calendrier, entre juin et octobre avec un maximum en août, c'est ce qu'on observe au Mali, à la latitude de Bamako, la capitale. Je vais prendre un autre exemple en Asie, en Inde, sur la côte ouest, l'exemple de la ville de Mumbai, l'ancienne Bombay. Là, la saison pluvieuse est de mai à octobre. Donc vous voyez sensiblement à peu près le même calendrier, mais le maximum se trouve est plus tôt, le maximum étant juillet. Alors si vous voulez séjourner au Mali, vous pouvez y aller au mois d'août. Hein, ce ne sont pas des pluies diluviennes, au contraire, ça rafraîchit un peu l'atmosphère, c'est plutôt pas mal. Par contre, juillet à Mumbai, là vous avez des pluies, j'allais dire, énormes, et en termes de déplacement, ne serait-ce que de déplacement, des moyens de transport, ça pose de sérieux problèmes. Voilà, ça c'était une petite digression agence touristique, hein, mais bon, voilà. C'est vrai, alors, ce que je dis là, bien sûr, mais c'est vrai aussi pour les habitants, hein. Pour les habitants, ils savent, bon, la période pluvieuse, on est bien content de la voir, hein, bien sûr, voilà, les cultures et la survie en dépendent, mais on sait qu'on va avoir d'énormes risques d'inondation, que les transports, les trains, etc., tout ça, ça va être extrêmement perturbé, mais qu'il faut l'accepter. Hein, voilà, j'allais dire, c'est incontournable, hein, on ne peut pas aller contre cela. Bon, en tout cas, donc je répète, le schéma intertropical, hein, il est, j'allais dire, tout à fait simple, bien contrasté, bien calibré, avec un calendrier, somme toute, assez fiable. Hein, j'allais dire, les variantes annuelles sont pas trop aléatoires, encore que, bon, du côté de l'Inde, il y a un petit peu plus de problèmes. Alors vous voyez que je vous ai précisé ici, zone intertropicale, 25-10 degrés de latitude, c'est-à-dire que je ne me situe pas sur l'équateur. Je vais en parler maintenant. Donc on est toujours dans la zone intertropicale, mais on va développer l'exemple de l'équateur, parce que l'équateur, c'est un peu plus subtil. C'est un peu plus subtil. C'est un peu plus compliqué. Alors, près de l'équateur, que se passe-t-il ? C'est-à-dire entre 0 et
10 degrés de latitude, hein, voilà, pour bien se situer. Alors près de l'équateur, eh bien c'est plus compliqué. On peut détecter, toute proportion gardée, hein, attention, qu'il y a 2 périodes franchement pluvieuses, pluie très régulière, très abondante, voilà, et 2 périodes que je vais appeler plus sèches. Ou alors peut-être qu'on va marquer moins pluvieuse, parce que si je mets sèche, on va tout de suite penser à... Et 2 périodes moins pluvieuses. Voilà, qui alternent. Alors, au total, ça nous en fait 4. Hein, vous voyez, donc c'est un système un peu plus complexe, hein, malgré tout. Et pourquoi un système aussi complexe? Eh bien parce que l'équateur a ceci de particulier que le soleil y passe au zénith 4 fois par an, et non pas seulement une fois comme au tropique. Hein, 4 fois aux équinoxes et au solstice. Donc c'est cela qui donne ce rythme et ces nuances dans la plus ou moins grande quantité de pluie. Les 2 périodes moins pluvieuses, eh bien, elles correspondent au solstice, aux 2 solstices, et les périodes franchement pluvieuses, vraiment les plus abondantes, correspondent aux 2 équinoxes. Voilà. Donc, quand on regarde un graphique de précipitation au niveau de l'équateur, on pourrait s'imaginer que c'est à peu près, bon, hein, voilà, rectiligne. Ben pas du tout. Hein, ça ondule. Hein, il y a une ondulation assez marquée. Une petite précision aussi sur les pluies au niveau de l'équateur, c'est que ce sont des pluies journalières. Leur rythme est de 24 heures, en quelque sorte, tourne sur les 24 heures. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des pluies qui se forment par un phénomène qu'on appelle le phénomène de convection. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Convection ? Non, pas trop ? Pas trop ? Si. Alors, qu'est-ce que c'est grosso modo là, le phénomène de convection? Qu'est-ce que c'est un peu, plus ou moins? Oui. Voilà. Il s'agit, oui, voilà, avec les 2 mains, voilà, c'est encore mieux. Voilà. Il s'agit donc d'un phénomène qui provient d'un déchauffement à la base, ascendance, refroidissement, pluie, eau, évaporation, etc. Hein? Voilà. Il suffit de faire bouillir de l'eau pour les pâtes, hein, et de bien régler son gaz, et alors là vous avez de très jolis mouvements de convection impeccables. Hein, voilà. Il faut bien centrer la casserole, sinon ça marche moins bien. Voilà. Donc ce sont des pluies de convection, c'est-à-dire que une journée sous l'équateur, eh bien ça démarre donc avec un ciel clair, et une chaleur, bon, quand même assez appréciable, enfin c'est appréciable. Hein, assez forte, et beaucoup d'humidité de l'air. Et puis, dans la journée, eh bien, on va voir les nuages se former, hein, c'est-à-dire le passage de toute cette vapeur d'eau à l'état vont être très grosses, et vous avez en fin d'après-midi, vers 4-5 heures par exemple, et là, plof, c'est la douche. Hein, et le lendemain, on recommence. Voilà. Hein, donc, c'est ce qu'on appelle donc des pluies convectives. Voilà. Et comme vous le savez, donc, dans ce secteur équatorial, on a des forêts denses. Hein, ça n'est pas pour rien. Des forêts denses que l'on appelle aussi, vous avez peut-être rencontré l'expression, on appelle ça aussi des forêts pluviales. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire justement qu'elles sont là et que les arbres ont une croissance qui est liée à ces pluies convectives journalière, toute l'année.
hein, bien sûr. C'est ce qui fait que ces arbres, même s'ils perdent leurs feuilles, le font chacun indépendamment. C'est chacun son humeur. Hein, voilà. Hein. Quand on survole une forêt amazonienne, bon, c'est vert dans l'ensemble, et puis de temps en temps, vous avez des petites taches jaunes, petites taches oranges. C'est l'arbre qui se fait son automne à lui tout seul, tranquillement. Hein, voilà. Alors il y a ceux, bien sûr, qui ne connaissent pas l'automne, mais c'est quand même assez amusant à constater, hein, effectivement, par rapport à ce que nous vivons. Donc voilà, pour ce qui est donc de la zone intertropicale, c'est simple au niveau des tropiques, c'est un tout petit peu plus subtil au niveau de l'équateur. Alors on va un petit peu changer de latitude, on va remonter dans les zones qui ne sont pas tropicales. Voilà. Donc petit 2, dans les zones qui ne sont pas tropicales. Petit 2, les zones extra-tropicales. Eh bien, on a en termes de saison liées aux précipitations, hein, toujours, hein, on est dans ce sujet-là, on a dans toutes les autres régions qui ne sont pas donc intertropicales ou équatoriales, on a des oppositions saisonnières beaucoup moins tranchées. Aux latitudes moyennes, bon, ben, nous avons nos fameuses 4 saisons que nous différencions. Quelquefois avec beaucoup de mécontentement, en disant ce printemps n'est pas un printemps et cet été n'est pas un été, mais enfin bon, ça c'est autre chose. Hein. Donc nous avons nos 4 saisons, mais véritablement, bon, j'allais dire, nous n'avons pas ces périodes très très longues avec exactement le même type de temps et après un basculement vers un autre type de pluviométrie. Hein. Donc les oppositions, à retenir que dans toutes les zones non intertropicales ou équatoriales, les oppositions saisonnières sont beaucoup moins tranchées. Hein. Les oppositions saisonnières sont beaucoup moins marquées, à une exception près. Je vous avais dit, hein, l'exception. Dans nos latitudes, il y a une nuance climatique où quand même, en termes de précipitation, il y a une différence saisonnière quand même assez marquée. Bon, vous le connaissez. Voilà, exactement. Le climat méditerranéen, où là, la saison sèche est quand même bien présente et bien repérable, hein, bien évidemment, sur les graphiques, et puis a fortiori quand on est. Hein. Donc, des oppositions saisonnières moins marquées, avec cette exception de la nuance méditerranéenne, où là, la saison sèche est bien marquée et où on a des pluies de saison froide. On a des pluies de novembre, décembre, etc. Deuxième caractéristique, donc, les saisons pluviométriques ne sont pas très très marquées. La deuxième caractéristique, c'est que le facteur déterminant pour la quantité donc de pluie reçue, c'est la position plus ou moins continentale. C'est ce facteur-là qui joue le plus aux latitudes moyennes, c'est-à-dire pour nous. Bon, en France, on connaît on avait parlé des différences de température entre Brest et Strasbourg. Hein, eh bien, en termes de pluviométrie, de régime pluviométrique surtout, et de répartition dans le temps, on a aussi là un contraste avec des pluies assez également réparties pour la Bretagne, pour Brest. On est dans l'influence océanique. À partir de Strasbourg et plus encore vers l'est, eh bien là, on va avoir des précipitations qui vont être
répartis d'une façon un peu plus tranchée, un peu plus marquée. Voilà la nuance. Le régime continental lui-même, si vraiment on s'enfonce à l'intérieur, par exemple, du continent eurasiatique, le régime continental typique, je vais lire le modèle, ce sont des précipitations orageuses en été, rares mais fortes, et des précipitations d'hiver faibles. En termes de volume de précipitations, c'est l'été qui gagne. Voilà. Donc en hiver, des précipitations, mais vraiment faibles, des petites quantités. Alors une des stations typiques de ce régime continental des moyennes latitudes, c'est la station d'Irkoutsk, en Sibérie centrale, au niveau du lac Baïkal. Irkoutsk revient très très souvent dans les exemples climatologiques, parce que c'est une ville importante d'ailleurs de cette région de Sibérie centrale, et parce qu'aussi on a des statistiques depuis un bon moment, et parce que justement il se trouve que là on est dans le régime pluviométrique type continental. Voilà. Donc je ne vais pas vous ennuyer plus avec ces régimes pluviométriques. On a fait le tour de la situation. Je vais ajouter une troisième partie pour une précipitation un peu particulière, mais qui ne vous est pas du tout étrangère, c'est la neige. Donc on va s'attarder un petit peu sur cette précipitation qui est quand même à part. Et qui a aussi ses caractéristiques, ses variables et ses exceptions. Vous n'y échapperez pas. Alors, donc, grand 3, une précipitation particulière, la neige. Alors pourquoi est-ce que finalement c'est important de s'intéresser à la neige en tant que phénomène météo et surtout à l'inclure dans l'étude des climats? Eh bien, une des premières raisons, c'est que c'est la neige qui seule alimente les glaciers. C'est la seule précipitation qui devrait permettre aux glaciers de grossir, d'avancer, de se renouveler de saison en saison. Donc c'est une précipitation indispensable en quelque sorte, pourrait-on dire, pour la vie des glaciers. Voilà. Le deuxième élément, c'est que la neige joue un rôle très très important dans l'étagement de la végétation. La neige introduit, par sa présence, introduit forcément une adaptation à ce qu'elle apporte, froid et humidité, et donc on a une végétation qui se modifie dans le périmètre où la neige est fréquente. Et puis bien sûr, la question de l'implantation humaine, de son habitat et puis surtout de son économie, et notamment la question qui, j'allais dire, est totalement d'actualité, à savoir, est-ce que le fameux or blanc va rester encore longtemps, j'allais dire, à notre disposition? Voilà, les informations nous le répercutent, nous le voyons,
Ça, c'est le flagrant délit du professeur qui a oublié de mettre son... qui a oublié de mettre... Voilà, voilà, ça c'est classique, c'est classique. C'est classique, oui, c'est classique. J'ai oublié, voilà. Voilà. Et mes élèves avaient exactement la même réaction. Vous inquiétez. En pire d'ailleurs, en pire. Hein, en pire. Bref, bon, c'est pas grave. Voilà, donc je disais, bien sûr, donc là on est bien placé, hélas, pour savoir que c'est une énorme préoccupation. Hein, bien sûr. Alors, on va quand même rester dans le domaine de la climato. On va d'abord commencer à s'intéresser tout simplement aux chutes de neige. Hein, voilà. Dans quelles conditions avons-nous des chutes de neige? Enfin, nous ou d'autres personnes à la surface de la Terre. Il ne faudrait quand même pas en faire une affaire personnelle. Voilà. À quelles conditions est-ce qu'il y a chute de neige? Bon, c'est pas si compliqué que ça. Il faut en même temps une forte humidité de l'air et des températures suffisamment basses. Et une espèce d'équilibre entre les deux. Parce que s'il fait trop froid, rappelez-vous, ça ne va pas marcher. Il n'y aura pas cristallisation de la vapeur d'eau. Donc, voilà, la chute de neige, c'est un équilibre subtil entre l'humidité de l'air et des températures suffisamment basses, mais pas trop. Avec des cas de figure qui peuvent être favorables aussi, par exemple, vous pouvez avoir la situation d'un nuage, donc avec ses gouttelettes, des gouttes qui vont en tombant traverser un air particulièrement froid, auquel cas, pouf, évidemment, là, la goutte d'eau va cristalliser et on aura aussi chute de neige. Voilà, donc ça c'est, soit on a les conditions physico-chimiques idéales, soit on a, localement, c'est beaucoup plus local, cette situation, donc gouttelettes d'eau traversant une masse d'air nettement froid. Alors, qu'est-ce que cela donne donc ces chutes de neige selon les lieux? Eh bien, par exemple, si l'on prend nos montagnes, hein, voilà, on les a à disposition, si l'on peut dire. Eh bien, généralement, les plus grosses chutes de neige interviennent quand les températures sont au niveau de 0, mais pas tellement moins. Hein. Et souvent, les chutes de neige les plus abondantes correspondent à ce qu'on appelle un redout. Hein. Ce sont les neiges de redout. Vous avez dû le connaître sans doute même mieux que moi. Voilà. Donc, au niveau du calendrier, bon, voilà, pas du calendrier, mais des conditions, bon, grosso modo, c'est à peu près ça. Autre possibilité aussi pour qu'il y ait chute de neige, là aussi c'est plus aléatoire, hein, bien évidemment, c'est quand, notamment à la fin de l'hiver ou au milieu de l'hiver, il y a une incursion à nos latitudes d'air polaire maritime froid, et qui présente donc, vous voyez, les deux conditions. Il est froid, mais en même temps, il s'est pas mal quand même, il a réussi à se charger d'humidité sur les océans très frais. Et à ce moment-là, eh bien, si il y a cette invasion qui nous arrive dessus, là, on va avoir une chute de neige. Ce sont des chutes de neige courtes, hein, évidemment, mais qui surprennent parce que, bien sûr, là, le relief n'intervient pas et donc on a donc des chutes de neige en plaine avec ce que ça comporte pour les zones urbanisées de problématiques. Oui. C'est ce que l'on appelle la goutte froide ou pas? La fameuse goutte froide. Oui, on peut appeler ça comme ça, oui. Alors, faut se méfier. Goutte froide, ça ne veut pas dire que c'est forcément humide. Hein. Goutte froide, il faut s'en tenir au terme, hein, c'est-à-dire que c'est froid. Hein. Donc la goutte froide peut vous donner ce qu'on appelle le coup de froid. Hein, mais pas forcément, j'allais dire, l'humidité et la neige avec. Hein, alors le mot goutte, effectivement, est un peu trompeur dans cette histoire, hein, parce que forcément, nous, on visualise une goutte d'eau. En fait, je vous rappelle que l'air froid est un air lourd, un air qui a de la gravité en quelque sorte et qui s'écoule sur la Terre, sur la rotondité de la Terre. Qui a tendance à ramper, qui s'écoule comme ça sur la rotondité de la Terre. Hein. Le chocolat sur la poire. Hein, vous voyez? Tout de suite vous voyez mieux. Hein. Ben voilà.
Hein, c'est à une autre échelle et c'est pas tout à fait le même usage, mais voilà, il faut visualiser l'air froid comme ça, hein, une espèce de masse lourde, rampante, dégoulinante en quelque sorte, et qui justement est entraînée par la rotondité de la Terre à descendre en latitude. Alors, avec plus ou moins, j'allais dire, de facilité d'un côté ou de l'autre. Hein. C'est pas, j'allais dire, c'est pas régulier du tout. Hein. Voilà, on appelle ça aussi parfois des langues d'air froid. Hein, il n'y a pas seulement la goutte, mais il y a aussi, on parle quelquefois aussi de langues d'air froid. Dans le cas des États-Unis, on parle de vagues de froid. Hein, il n'y a pas si longtemps, hein, on l'a vu aux actualités, ce sont les fameuses cold waves qui, j'allais dire, dégoulinent dans le centre des États-Unis, justement parce que leurs massifs montagneux sont nord-sud. Il n'y a rien pour arrêter. Hein, il y a les Rocheuses d'un côté, les Appalaches de l'autre, et entre les deux, il y a le pôle et ouf, voilà. L'air froid, évidemment, se retrouve avec toute facilité pour glisser sur le bouclier canadien et envahir donc ces États avec beaucoup d'humidité. Hein, il y a les grosses chutes de neige à ce moment-là et une vague qui dure quand même une bonne semaine et avec, bien sûr, on a vu aussi les dégâts. Voilà. Donc, pour ce qui conditionne des chutes de neige. Hein, on a vu à peu près tous les cas de figure. Alors maintenant, on va essayer de voir ce qui concerne leur répartition. Leur répartition, ça s'analyse comment ? On se sert tout simplement du nombre de jours de neige, de chute de neige. Voilà, ça c'est la donnée principale. Alors, si on examine dans les stations météorologiques donc la comptabilité de ces nombres de chutes de neige, qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, on constate, et ça ne va pas nous surprendre, que le nombre de jours de neige augmente avec la continentalité. Voilà, donc c'est un nombre de jours qui augmente avec la continentalité, c'est-à-dire la position à l'intérieur du continent. En Europe occidentale, par exemple, d'ouest en est, on passe de 3 jours à 50 jours. Donc c'est bel et bien, j'allais dire, visible. Au fur et à mesure qu'on entre dans le continent, les chutes de neige sont plus fréquentes. C'est pas... Alors, ce nombre de jours de chute de neige est lié aussi, comme je parlais de l'Amérique du Nord, là, est lié aussi au relief, à la disposition topographique des continents. Par exemple, au cœur du Canada, on est à 100 jours de neige par an, de jours de chute de neige. Hein, voilà. Donc, ça peut aller, vous voyez... une fois au cœur d'un climat continental, voilà, ça nous fait quand même bien 3 mois de chute de neige. Voilà. Ce sont les premiers à avoir inventé les sièges chauffants dans les automobiles, hein, donc on comprend pourquoi. Voilà. Alors en plaine, les chutes de neige sont rarement fréquentes. Pour vraiment trouver des régions de plaine où il y ait des chutes de neige fréquentes, c'est-à-dire en nombre de jours, il faut aller en Sibérie là-bas, mais l'extrême-orient, hein, Vladivostok. Hein, il faut aller jusque là-bas. Là, on a 40 jours de neige, ce qui pour une plaine, bon, je vais dire, est quand même assez important. Et puis, donc bien sûr, là, on va parler des exceptions, les chutes de neige exceptionnelles. Alors, où se produisent quelquefois des chutes de neige dites exceptionnelles, parce qu'elles n'arrivent vraiment pas tous les ans, mais on sait que c'est possible.
Non, pas d'idée, pas de souvenir? Pardon? Oui, effectivement, en Afrique du Nord, il n'est pas du tout exclu d'avoir en février notamment quelques chutes de neige au niveau des grandes ergues en Algérie ou sur les chaînes de l'Atlas marocain, etc. Bon, effectivement, on peut avoir cela. Est-ce qu'il y a d'autres cas de chute de neige Liban, non? Oui, exact, la Méditerranée orientale, le Liban, la Grèce, la Syrie peuvent connaître effectivement aussi des chutes de neige, des moments effectivement où là les précipitations changent. Et puis quelquefois, mais alors là on est dans la rareté de la rareté, quelquefois il y a des flocons de neige qui s'égarent près des déserts. Alors il s'égare, hein, mais là vraiment c'est quelque chose de rarissime, mais c'est pas totalement impossible. Hein. Bon, vous vous doutez bien que ces quelques flocons ont une durée de vie, bien sûr éphémère, mais ça peut exister. Il y a des cas donc justement à l'entrée en quelque sorte, à l'entrée du Sahara, hein, ce qu'on appelle le sud du Grand Erg occidental. Là je vais vous perdre. La région d'El Goléa, ça vous dit rien? El Goléa, Gardaïa peut-être. Voilà. Bon, un petit peu dans ce secteur-là. Là, c'est pas totalement impossible, mais ça fait parler pendant 10 ans, hein, évidemment, bien sûr. Il y a aussi ces chutes de neige improbables, comme ça, à l'est du Mexique. À l'est du Mexique, on peut avoir aussi, un phénomène soudain. Voilà, une coïncidence de facteurs qui fait qu'on va avoir une petite chute de neige. Voilà. Donc, à retenir que le nombre de chutes de neige augmente avec la continentalité, hein, et cela surtout donc aux latitudes moyennes, aux latitudes tempérées. Voilà, ça c'est le schéma classique. Le reste étant soumis aux conditions régionales ou même locales. Alors, il y a une deuxième donnée qui peut être intéressante en ce qui concerne la neige, c'est la hauteur cumulée. Oups, j'appuie sur le tableau, c'est lui qui s'en va. Alors, la hauteur cumulée. Ben oui, parce que un nombre de jours de chute de neige, c'est bien joli, mais ça nous donne pas quand même l'état de l'hiver et des chutes qui s'y sont produites. Eh bien, où y a-t-il les plus hautes hauteurs cumulées de chutes de neige? Où peut-on les trouver? Oui. Je pensais pas aller si loin, mais enfin oui, non, vous n'avez pas tort, Ouais. Donc, il faut des montagnes de haute latitude, de moyenne latitude, pardon, des montagnes de moyenne latitude. Avec les hauteurs de neige, cette fois-ci, qui vont largement se mesurer en mètres. Il faut donc qu'il y ait un cumul, pour avoir de grandes hauteurs cumulées de chute de neige, il faut qu'il y ait un cumul, entre, bien sûr, température, humidité, mais aussi effet de l'altitude. Là, il faut les trois conjuguer pour avoir des hauteurs. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais d'Irkoutsk. Hein, voilà. Eh bien, Irkoutsk, plein cœur de la Sibérie, hauteur cumulée des chutes de neige, 35 cm. Ah oui, hein, 35 cm. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Hein. Voilà. Donc, j'allais dire, il faut comprendre qu'il y a des nuances importantes et que tout n'est pas dans le nombre de jours de chute, mais aussi dans les quantités qui s'accumulent. Est-ce qu'il y a des lieux qui ne connaissent que des précipitations neigeuses? Oui, bien sûr, à partir d'une certaine altitude.
Là encore, tout à l'heure j'ai parlé donc de l'optimum pluviométrique. Là, on a aussi une altitude, selon le massif montagneux, où on aura systématiquement que des précipitations neigeuses. Dans les Alpes, il faut aller assez haut, entre 3600 et 3800 mètres. Mais Irkoutsk, il fait trop froid l'hiver. C'est moins 30, moins 40. Pardon ? C'est moins 40 à Irkoutsk. Ah oui, là on descend effectivement à des températures très très basses. Cette hauteur cumulée, donc c'est une autre des données. Et puis la question se pose, comme pour les précipitations, c'est le calendrier en quelque sorte de ces chutes de neige. Voilà. Alors, en termes plus spécifiques, on parle de régime niveaumétrique. Enfin bon, on change un petit peu parce que... Voilà, si je vous dis le calendrier des chutes de neige, ça marchera très bien. Voilà. Alors, ces régimes niveaumétriques ou calendrier des chutes de neige, eh bien, c'est vraiment très très varié. Ça dépend donc des variations de température, des variations donc dans le calendrier des précipitations elles-mêmes. Là, franchement, il est difficile de vous donner une trame, j'allais dire, générale. Ça, on n'y arrivera pas. Il n'y a que des cas particuliers. Que des cas particuliers. Je vais simplement vous donner 4 exemples, histoire de nous faire voyager un petit peu, et puis de voir un peu ce qui se passe loin de nous. Alors, on va commencer par la proximité, et puis après on va s'éloigner. On va aller voir ce qui se passe un peu plus loin de chez nous. Bien sûr, on va commencer dans les Alpes. Désolé, on ne commence pas dans les Pyrénées, on commence dans les Alpes. Alors, par exemple, en commençant par les Alpes du Nord, quelle est la période donc des chutes de neige maximales? Eh bien, là, sans surprise, bien sûr, c'est l'hiver et c'est décembre-janvier. Voilà, vraiment, ça c'est la carte postale, quoi. La carte postale. Est-ce que ça change si on monte un peu plus en latitude? Si vous allez en Écosse. Si vous allez en Écosse en décembre-janvier, eh bien c'est pas là que vous aurez le plus de neige. Parce que décembre-janvier en Écosse, eh bien les températures sont trop douces pour qu'on ait le phénomène neigeux. Le maximum des chutes de pluie en Écosse, eh bien, c'est au mois de mars. Avis à ceux qui voudraient tâter des stations de sport d'hiver écossaises, il y en a. Donc, visez la fin de saison, visez le mois de mars. L'Himalaya, effectivement, exemple intéressant. Eh bien, en Himalaya, si vous voulez recevoir les plus grosses chutes de neige, bien concentrées, eh bien il faut y aller au cœur de l'été. Il faut y aller en juin-juillet. Pourquoi ? Ça paraîtrait, oui, là, ça paraît tout à fait une anomalie. Eh bien parce que juin-juillet, ça correspond à l'arrivée de la mousson sur le subcontinent indien, mais comme il y a bien sûr l'effet d'ascendance sur ce massif énorme de l'Himalaya. Donc, il y a un gros apport d'humidité, des très hautes altitudes, et là, effectivement, donc on a les chutes de neige les plus abondantes. Là, c'est la mousson qui vient à la chute de neige. Et puis, mon 4e exemple, on n'y pense pas souvent, ce sont les hautes montagnes équatoriales. Ça existe, les hautes montagnes équatoriales. Est-ce qu'elles reçoivent des chutes de neige? Eh bien oui, elles y arrivent encore un peu. Elles y arrivent encore un petit peu. Leur calendrier, par contre, le calendrier de ces chutes de neige est tout à fait aléatoire. Ça peut être n'importe quel mois de l'année.
Parce que, bon, bah, ma foi, les conditions dont on a parlé tout à l'heure pour obtenir une chute de neige sont pas souvent réunies, effectivement, mais ça peut leur arriver, mais il n'y a pas de calendrier particulier. Quand je parle de haute montagne équatoriale, je voudrais simplement vous signaler un exemple auquel on s'attarde pas trop, mais qui est intéressant en Nouvelle-Guinée. La Nouvelle-Guinée, c'est une île très montagneuse, véritablement montagneuse, avec des sommets qui frôlent les 5000 mètres, en tout cas les 4800 faciles. Vous voyez, donc on est, oui, le Mont Blanc sous les tropiques, hein, sous l'équateur même. Hein, voilà. Donc ces montagnes-là, eh bien, sont susceptibles de recevoir effectivement de temps en temps des chutes de neige. Ces montagnes-là équatoriales ont connu des situations avec englacement. On recevait suffisamment de neige pour avoir quand même un peu de glaciers. Ces glaciers ont disparu. Voilà. Mais ce sont des montagnes qui ont connu quand même des petits épisodes d'englacement. Voilà pour donc la répartition en nombre de jours, en hauteur cumulée, en calendrier. Et puis il y a une dernière donnée qui est importante dans la neige, c'est ce qui concerne ce qu'on appelle le tapis neigeux. Alors je vais terminer là-dessus. Le tapis neigeux, bon, en quoi est-ce que ça peut être intéressant? Alors tapis neigeux, ça désigne la question de la durée et de l'épaisseur de la couche de neige. Hein, tout à l'heure, on a parlé des couches. Hein, voilà. Mais là, la question, c'est de savoir, à partir du moment où on a un tapis neigeux, combien de temps est-ce qu'il dure? Hein, donc, ça, c'est très important pour la faune, la végétation. Alors, je terminerai simplement en parlant de il y a deux situations qu'il faut retenir, haute latitude et en situation continentale. Haute latitude continentale, la caractéristique principale, c'est que le tapis neigeux est mince, mais très durable. Notamment par cause de l'albédo, hein, dont on avait parlé. Hein. Donc ce tapis neigeux a beau être mince, bon, l'albédo faisant son effet, c'est-à-dire la chaleur du soleil étant renvoyée à 90%, le tapis neigeux se maintient. Hein, ça c'est la caractéristique. Bon, c'est ce qui caractérise la Sibérie, la prairie canadienne, etc. Donc le tapis de neige très durable. En montagne, là, eh bien, on constate que la durée et l'épaisseur sont en diminution et surtout, ce tapis est de plus en plus irrégulier. Voilà. Donc, de moins en moins durable, de moins en moins épais, de plus en plus aléatoire. Voilà, je vais m'arrêter là parce que, en plus, je suis dépendante des bus, ça va être un peu... Voilà, je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.